Saviez-vous que les inégalités d'accès aux aides sociales en France sont plus marquées qu'on ne le pense ? Aujourd'hui, face à l'inflation et au coût de la vie, ces aides deviennent cruciales pour de nombreux foyers. Alors, comment s'assurer que ces ressources bénéficient réellement à ceux qui en ont besoin ? Explorons ensemble ce sujet complexe et essentiel. Si vous avez envie de faire une réclamation à la CAF, et en ce moment je sais que vous êtes très nombreux à vouloir le faire, comment faire ? Déjà, vous avez un numéro de téléphone, pas facile de les avoir, mais il y a un numéro de téléphone gratuit que vous pouvez appeler pour avoir un conseiller en ligne et expliquer votre situation. Le numéro gratuit, c'est 3230. Voilà, 3230. Le problème, c'est que ce conseiller risque de vous dire, vous devez faire une lettre. Donc, le mieux, c'est de faire une lettre en recommandé avec accusé de réception où vous expliquez clairement votre situation et vous expliquez que vous ne pouvez pas payer tout d'un coup si c'est une dette ou un trop perçu, ou alors si vos aides ont baissé, vous faites dans la lettre, vous expliquez bien que vous ne pouvez pas survivre avec une baisse aussi importante et que ce n'est pas justifié. Il est important de faire cette réclamation pour qu'ils révisent votre dossier. Expliquez bien les montants, expliquez bien tout. Les documents, vous mettez tout dans votre lettre. Je sais, c'est chiant, mais faites-le parce qu'il faut à tout prix que la CAF se rende compte que ce mois-ci, ils se sont trompés dans les calculs. Coucou, vous avez peur que la CAF ce soit fini au 1er juillet ou au 1er juin, je sais plus, à cause des informations qui manqueraient. C'est ce qui tourne sur TikTok et moi je vais vous dire donc la vérité comme d'habitude. Non! C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut que vous donniez votre numéro fiscal, sinon la CAF, vous l'aurez plus, votre compte sera fermé. C'est faux. Pourquoi ? Parce que la CAF ne demandera jamais votre numéro fiscal. Voilà, donc c'est encore des fake news, et nous on n'aime pas les fake news. Moi sur mon compte, il n'y a que la vérité, rien que la vérité. Du coup non, vous n'allez pas perdre vos allocations. Tout ce qui concerne les augmentations, les nouveautés, les choses à faire sur votre compte CAF, je vous donne les meilleures infos, les plus fiables. Voilà, donc je dément totalement cette rumeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Voilà, c'est faux. Donc je vous le dis, c'est tout. Et je suis Marie Perder. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner, de liker ma vidéo. Dans la première partie, on a vu comment faire une réclamation à la CAF peut être un vrai parcours du combattant, entre appels et lettres recommandées. Mais ce processus soulève une question. Pourquoi est-ce si compliqué d'obtenir ce qui nous est dû ? Et maintenant, voyons comment certains profitent du système alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Je viens de lire que le pouvoir d'achat des Françaises et des Français aurait augmenté de 3 à 5% depuis le Covid. Et pourtant, j'ai plus de 80% des Françaises et des Français qui parlent de déclassement économique. C'est peut-être parce que les calculs, ils sont pas bons, Kevin. Donc, tout simplement, on nous dit qu'il y a eu 15% d'inflation au global depuis le Covid en France. Mais que les salaires, le salaire moyen entre autres, et le SMIC ont augmenté de 18% pendant la même durée depuis le Covid. Le vrai problème, c'est que ces chiffres ne reflètent pas la réalité de notre vie quotidienne. Parce qu'en fait, depuis 2020 et depuis le Covid, le café, c'est 30% de hausse de mémoire, 40% de hausse pour l'huile ou les pâtes, le beurre, idem, les haricots verts, 30%, tous les produits du quotidien, le logement, on n'en parle même pas, et l'énergie bien sûr, qui sont en fait les dépenses contraintes. Donc l'inflation devrait être mesurée sur les dépenses contraintes en particulier pour nous permettre d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe sur notre pouvoir d'achat. Aux États-Unis, pendant la même période, le pouvoir d'achat des Américains, lui, il a monté de 13% depuis le Covid. Parce que les salaires sont en forte hausse, les impôts sont en baisse et la croissance a été là. En France, malheureusement à l'heure actuelle, on le voit tous les jours, ce ne sera pas géré à court terme. Donc prenez votre argent en main. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a mon livre, il y a le cahier d'activité, il y a les créatrices et créateurs de contenu, il y a les sites internet des autorités, il y a tout ce qu'il faut pour prendre votre argent en main. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et à mes amis journalistes, la réalité c'est que le pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté en France. Il a même plutôt baissé et ça doit changer. Prenez votre argent en main. La France est devenue pauvre. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que je voyage partout à travers le monde et il y a 20 ans, j'avais un pouvoir d'achat de malade. Aujourd'hui, beaucoup moins. Là, je suis en Slovénie et pareil, c'est un pays qui est sur les prix plus ou moins français. L'année dernière, j'ai fait un passage au Mexique, prix français. Guatemala, prix français.
on n'est plus aussi riche qu'avant. On est vraiment devenu pauvre quelque part. D'après moi, si tu ne comptes que sur ton salaire et si tu comptes que sur ta retraite, tu vas devenir de plus en plus pauvre et tu pourras faire de moins en moins de choses, c'est inévitable. Donc tu dois malgré tout investir, même si c'est en France. L'investissement fait que toi, à titre privé, tu vas gagner plus qu'avant. Et si tu gagnes 5 000 € par mois avec des investissements en plus de ton salaire, crois-moi, quand tu vas au Mexique ou en Slovénie, tu as un très bon pouvoir d'achat. Mais tu dois investir. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. La question de l'équité dans le système des aides sociales en France soulève de vives préoccupations. D'un côté, des bénéficiaires qui en ont réellement besoin peinent à s'en sortir. De l'autre, certains profitent du système sans en avoir besoin. Alors, comment garantir une répartition juste et efficace des ressources ? Une réflexion s'impose. Les gens aisés profitent beaucoup plus du système, profitent beaucoup plus des aides de l'État que les gens pauvres. Les gens pauvres, c'est rarement par choix qu'ils vont se trouver au RSA. Ça va être de la survie. En revanche, il y a des gens qui sont aisés, voire même très aisés, qui reçoivent des aides de ce style-là, qui profitent des aides de l'État. Alors, je ne vous parle pas des politiciens qui sont encore, eux, on est encore sur un cas à part, ok ? Je vais vous raconter quelque chose. Donc, il y a quelques années, j'avais une amie, c'est toujours mon amie d'ailleurs, qui est partie faire des études d'ingénieur. Donc, à la base, elle habitait avec ses parents, donc en région parisienne. Elle est partie faire ses études d'ingénieur dans une école d'ingénieur qui est située à Grenoble. Donc ce qui s'est passé, c'est que ses parents, qui sont très aisés, lui ont pris un appartement, ils lui ont payé l'appartement, ils sont portés garants, ils lui ont acheté tous ses meubles parce que l'appartement était loué non meublé. Ils sont partis avec elle à Grenoble pour acheter tous ses meubles, ils ont meublé l'appart. Ils lui ont envoyé de l'argent tous les mois pour ses besoins, voilà, pour qu'elle puisse faire des courses, acheter ce qu'elle voulait et ne manquer de rien pendant toute la durée de ses études. Ils payaient également bien évidemment le loyer de l'appartement, c'est la base. En plus de tous ses autres besoins, d'accord ? Elle n'a jamais eu besoin de travailler de sa vie, elle n'a jamais fait de job étudiant ou ce genre de choses, jusqu'à ce qu'elle devienne ingénieure en fait. Et il se trouve que elle percevait les APL, voilà. Elle a fait une demande d'APL auprès de la CAF. Et vu qu'elle n'avait jamais travaillé de sa vie, puisqu'elle n'avait jamais eu besoin d'avoir de job étudiant ou d'avoir quoi que ce soit, vu qu'elle avait des parents très aisés qui lui payaient déjà tout ce dont elle a besoin, d'ailleurs, quand elle emménage à Grenoble, ils lui ont acheté une voiture aussi également, enfin bref. Voilà, elle avait jamais eu besoin de travailler de sa vie. Du coup, elle a fait une demande d'APL auprès de la CAF pour son appartement que ses parents lui payaient. Et elle a reçu les APL sur son compte en banque. Elle recevait tous les mois des APL qui lui couvraient presque la totalité du loyer. Enfin, je dis qu'il couvrait, mais le loyer était déjà couvert par ses parents qui payaient le loyer. Donc, elle recevait de l'argent de poche de la CAF, alors qu'elle recevait déjà de l'argent de ses parents, plus la CAF. Ça lui faisait un complément d'argent de poche de 400 € par mois. Apparemment, elle avait plusieurs connaissances dans son école qui fonctionnaient de la même manière. Donc là, on est clairement sur des personnes qui n'ont absolument pas besoin de cet argent. Enfin, elle veut plus d'argent. Elle a juste à le demander à ses parents, en fait. Ses parents, ça leur fait pas un trou dans leur portefeuille, ça les empêche pas de manger ni quoi que ce soit. Donc on est sur des gens qui n'ont absolument pas besoin de cet argent, mais qui en bénéficient.